Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Quelques 50 chefs d'entreprise français issus de différents secteurs sont à Laayoune dans le cadre des journées économiques Maroc-France. L'occasion pour les opérateurs économiques français d'explorer le potentiel de la région en vue d'investir au cœur du Sahara marocain. Nous irons à Bakou. C'est ouverte la 29e session de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP29. Le Maroc prend part à cet événement planétaire avec une importante délégation conduite par le chef du gouvernement, Aziz Akhlouch. La page cinéma, nous la consacrons ce soir à la 13e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune qui s'est clôturé hier soir à Nador. Et c'est un film turc qui a remporté le grand prix du festival, une œuvre du réalisateur Mehmet Ali. Avant de développer ces titres, ce message de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté la reine Camilla du Royaume-Uni suite à son infection pulmonaire. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de l'infection pulmonaire de Sa Majesté la reine Camilla, lui faisant part de ses vœux de prompt rétablissement. Le souverain fait part également de ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur à Sa Majesté le roi du Royaume-Uni et à l'ensemble des membres de la famille royale. Direction les provinces du Sud, plus précisément Laayoune, qui abrite les journées économiques Maroc-France. L'occasion pour les dirigeants et opérateurs économiques français d'explorer le potentiel de la région pour mieux saisir les opportunités d'investissement au cœur du Sahara marocain. L'événement est rehaussé par la présence de l'ambassadeur de France au Maroc. Reportage Mohamed Trouzi et Salah Ergibi avec Iman Ablou et Youssef Cherki. Un nouveau cap est franchi dans la coopération maroco-française dans les provinces du Sud. Laayoune, première étape de la visite de la délégation d'investisseurs et d'opérateurs économiques français. La présentation du modèle de développement des provinces du Sud est un des temps forts de cette première journée de prospection et d'exploration d'opportunités d'investissement dans divers secteurs. Les membres de la délégation française ont manifesté un grand intérêt au plan de développement des provinces du Sud, élaboré selon la vision de Sa Majesté le Roi. Les investisseurs français ont été impressionnés par le développement des infrastructures de la région et ont exprimé leur volonté de s'insérer dans cette dynamique. Ces journées économiques interviennent après la récente visite du président français au Maroc, durant laquelle les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique dans les secteurs stratégiques d'avenir. Une dynamique économique appuyée par un nouvel élan au partenariat politique, suite à la décision de Paris de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette visite s'inscrit évidemment dans un temps fort de la relation entre la France et le Maroc, puisque le président de la République française a eu l'occasion cet été d'exprimer à Sa Majesté une position nouvelle sur la question en particulier du plan d'autonomie. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer aux membres de la délégation française que le plan d'autonomie est la seule solution au conflit autour du Sahara marocain. Nous sommes marocains, avec des liens séculaires qui se perpétuent de père en fils. Nous défendrons l'intégrité territoriale de notre pays, tout comme l'initiative d'autonomie. Demain, les journées économiques Maroc-France se déplacent à Dakhla. Au programme, des visites sur les sites de projets structurants, des rencontres B2B, et bien d'autres échanges autour du potentiel économique des provinces du Sud, avec la mission de favoriser de nouveaux partenariats. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, Louis Gbéhounou Vlavounou, a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume. Le responsable béninois en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation parlementaire a exprimé cette position lors d'une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Taleb El Alami. C'est ce qu'indique un communiqué de la Chambre. Lors de cette entrevue, Vlavounou a réitéré le soutien de son pays à l'initiative de
d'autonomie présenté par le Maroc, saluant le progrès et le développement que connaît le royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Direction Bakou en Azerbaïdjan où se tient la 29e session de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP29, une grande messe du climat avec un seul grand objectif, mesurer les progrès réalisés en matière d'atténuation des changements climatiques et négocier les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène. Le Maroc prend part à cet événement planétaire avec une importante délégation conduite par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Sofia Fegrout. Chaleureuse poignée de main entre le chef du gouvernement Aziz Akhnouch et l'hôte de cette COP29, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Dans le comité d'accueil également, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le chef du gouvernement visite les différents espaces des pavillons du Maroc et de l'Azerbaïdjan, aménagés dans la zone bleue du stade olympique de Bakou. L'occasion aussi de suivre les explications sur les réalisations des deux pays en matière climatique, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Le temps de poser pour la photo de famille, aux côtés de dirigeants et de chefs de gouvernement représentant quelques 200 pays du monde. Et le sommet s'ouvre avec le discours d'inauguration du président azerbaïdjanais, dont le pays accueille cette COP. En tant que président de la COP29, l'Azerbaïdjan fera de son mieux pour trouver un terrain d'entente entre pays développés et pays en développement, entre pays du Sud et pays du Nord. Nous serons peut-être très utiles pour construire des ponts entre différents et importants acteurs dans la lutte contre le changement climatique. Cette COP29 est l'occasion de mesurer les progrès réalisés en matière d'atténuation des changements climatiques et de négocier les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène, avec pour objectif ultime de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Au pupitre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide pour une justice climatique en soutien aux populations les plus vulnérables. L'écart entre les besoins d'adaptation et les financements pourrait atteindre 359 milliards de dollars par an d'ici 2030, a-t-il prévenu. COP29 must tear down the walls of climate finance. Cette COP29 doit détruire les murs qui s'érigent devant la finance climatique. Les pays en développement ne doivent pas quitter Bakou les mains vides. Nous devons trouver un accord. Nous avons besoin d'un nouvel objectif de financement en phase avec son temps, mais à condition. La nécessité d'une augmentation significative des financements publics concessionnels, une définition claire de la manière de mobiliser les milliards de dollars nécessaires pour les pays en développement, une exploitation des ressources innovantes, un cadre propice à plus d'accessibilité, de transparence et de responsabilité et enfin l'optimisation de la capacité de prêt de banques multilatérales de développement. Le patron de l'ONU appelle les pays développés à doubler le financement de l'adaptation climatique pour atteindre au moins 40 milliards de dollars par an d'ici l'année prochaine. Les plus riches doivent mettre la main à la poche pour mettre fin à l'histoire d'une injustice évitable, selon Antonio Guterres. Les riches sont à l'origine du problème, les pauvres en paient le plus lourd tribut. Lutte anti-drogue à présent ou contre le trafic de drogue. Plus de 4,7 tonnes de hachis saisies entre les îles de Grande Canarie et Fuerteventura grâce à la coopération de la Direction générale de la surveillance du territoire avec la garde civile espagnole. La drogue se trouvait à bord de 2 embarcations pneumatiques. L'opération a permis de déployer un dispositif de surveillance maritime qui a localisé les embarcations chargées de 131 ballots de drogue à environ 80 km au large des côtes, rapporte la presse locale en citant des sources policières. Les 4 membres d'équipage des 2 embarcations ont été interpellés par les unités de la Guardia Civile présentées sur place lors de cette intervention en haute mer. La garde civile espagnole, en collaboration avec la Direction générale, nous le disions donc, du territoire, a intercepté cette drogue.
La banlieue sud de Beyrouth, et là nous passons au Proche-Orient, en proie à d'intenses frappes aériennes israéliennes. 10 violentes frappes ont été menées par l'aviation israélienne sur la banlieue sud, selon l'Agence nationale d'information. Dans les quartiers quasiment désertés par les habitants, des tirs nourris avaient été entendus auparavant dans le but d'alerter les personnes qui ne seraient pas au courant de l'appel israélien à évacuer. Depuis fin septembre, l'aviation israélienne pilonne régulièrement la banlieue sud, où habitaient entre 600 000 et 800 000 personnes. Selon les estimations, plus de 3 240 personnes ont été tuées selon les autorités libanaises depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023. Et puis sur l'autre front à Gaza, au moins 62 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, ce qui porte à 43 665 le nombre de Palestiniens tués dans la ville depuis le début de l'offensive israélienne il y a plus d'un an. Et puis cette information qui nous arrive de Chine. 35 morts dans une attaque à la voiture bélier. Cela s'est passé à Zhuhai, une localité du sud du pays. Un homme de 62 ans au volant d'un SUV a franchi le portail du stade de la localité et a percuté des gens qui faisaient de l'exercice. Le conducteur a été interpellé alors qu'il se portait des coups avec un couteau et a été envoyé à l'hôpital pour des soins. Des premiers éléments de l'enquête suggèrent que l'homme a pu commettre son acte en raison de son mécontentement concernant le partage des biens ayant suivi son divorce. Il y aurait également près de 43 blessés. Le président chinois a demandé de faire tout nécessaire pour soigner les blessés et souhaiter que l'auteur des faits soit puni conformément à la loi. On parle sport à présent. Football, 5e journée des éliminatoires groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, rappelons-le, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Le Maroc affrontera le Gabon vendredi à Franceville. 26 joueurs sont convoqués par le sélectionneur national Walid Regragui, qui tient d'ailleurs en ce moment même une conférence de presse au complexe Mohamed VI de football à Salé. Elle sera suivie d'une séance d'entraînement. À retenir également le second match des Lions de l'Atlas. Ça sera le 18 de ce mois, match qui sera disputé contre le Lesotho, toujours dans le cadre des éliminatoires groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, en lien avec l'équipe nationale, le nouveau maillot de la sélection de football a été dévoilé hier lors d'une grandiose cérémonie organisée à l'aéroport Rabat Salé. Le maillot présente des designs inspirés par des dessins géométriques et carreaux traditionnels du Maroc avec au cœur l'étoile aux 5 branches du royaume. Le nouveau maillot de l'équipe nationale a été conçu en 2 couleurs, rouge pour les matchs à domicile et blanche pour ceux à l'extérieur. Les joueurs de l'équipe nationale, emmenés par le sélectionneur Walid Regragui, ont de leur côté posé pour une photo souvenir avec le nouveau maillot. Cet événement de lancement qui marque donc une étape majeure en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025. Du sport, on passe au cinéma. Tombé de rideau sur la 13e édition du Festival international du cinéma et mémoire commune de Nador, le film turc When the Walnut Leaves Turn Yellow, j'espère que j'ai bien prononcé, du réalisateur Mehmet Ali, a raflé le Grand Prix. Placé cette année sous le signe de l'environnement, 36 films, longs métrages, documentaires et courts métrages d'une vingtaine de pays étaient en compétition. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Wassim Amsoud et Zakaria Mokinbillah. Ces cinéastes d'ici et d'ailleurs ont choisi d'explorer dans leurs œuvres des thématiques liées à la mémoire partagée et son rôle dans la construction de nouvelles relations sociales. Certaines de leurs productions ont particulièrement retenu l'attention du jury de la 13e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune de Nador. Le prix du long métrage est ainsi revenu à When the Walnut Leaves Turn Yellow du réalisateur turc Mehmet Ali Konar. Dans la catégorie des documentaires, le grand prix est remporté ex aequo par le film marocain Moraïla de Khalid Zahiri, qui décroche aussi le prix de la meilleure recherche, et par le film brésilien River Stars de Marcel Abreu.
Je suis très heureux de cette reconnaissance. C'est en réalité un hommage aux travailleurs marocains immigrés. Récompenser un film qui parle des conditions de ces immigrés est une manière de reconnaître leur souffrance. Le prix du public est une récompense qui me fait chaud au cœur. En fin de compte, le public est le destinataire final du film. Je suis honoré que les spectateurs l'aient apprécié. Pour la catégorie court-métrage, le Grand Prix est décerné au film espagnol Moro de son réalisateur Ricardo Belzo. La participation espagnole à cette édition fut particulièrement notable, reflet des relations culturelles solides qui unissent les deux pays, surtout à travers le 7e art. Je connais le Maroc, mais je n'ai jamais été ici à Nador. Ce qui m'a le plus impressionné et ému, c'est d'abord l'hospitalité, la belle énergie de la ville et l'accueil qui nous a été réservé. Et j'ai été très touché de la reconnaissance de mon art par le festival. La 13e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune était réussie à tous les niveaux. Cette édition, placée sous le thème La mémoire du ciel et de la terre, a été marquée aussi par l'organisation de plusieurs séminaires portant sur cette thématique et sur la diplomatie parallèle et l'intelligence artificielle. La qualité des personnalités qui ont pris part au festival est une autre preuve de reconnaissance pour cet événement. Organisée par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, cette édition a connu la participation de 36 films entre longs métrages, documentaires et courts métrages d'une vingtaine de pays. La prochaine édition du festival aura pour thème Mémoire de la paix. Rendez-vous en 2025. Voilà, rendez-vous en 2025 pour la 14e édition. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain à 18h30.